Hello, n'oubliez pas de fermer la porte. L'affaire Carroll Thompson, une affaire qui marquerait à jamais les États-Unis. Nous sommes en 1963. À la radio, la révolution musicale est en route. Les Beach Boys cartonnent sur les ondes avec Surfing USA devenu depuis un classique. Coca-Cola met en vente pour la première fois le Coca Light, et cette année 63 marque la naissance d'un vent de liberté qui souffle sur les États-Unis. C'est aussi l'année de naissance de Michael Jordan et la mort tragique du président John Fitzgerald Kennedy. Une petite ville charmante et tranquille. Au mois de mars de cette année-là, dans la ville de Saint Paul, une charmante ville américaine typique située dans l'état du Minnesota et localisée non loin de la frontière avec le Wisconsin, vit la sympathique famille Thompson. Plus précisément, au 1720 Hillcrest Avenue, dans le quartier de Highlands Park, un quartier cossu et charmant de la ville bien connu des habitants. Cette famille heureuse est installée dans une belle maison en briques rouges. Tout semble aller très bien pour cette gentille famille, mais tout est sur le point de basculer. Un assassinat sauvage. Nous sommes un jeudi, le week-end approchant. Le temps est froid, la neige recouvre la ville et le toit de la belle maison familiale. Carole est en train de travailler sur le tournoi de bridge qu'elle organise avec son association pour ce dimanche. Malheureusement, ce tournoi n'aura jamais lieu. Ces petits bonheurs simples vont être stoppés net. Vers 8h30 le matin du 6 mars 1963, Carole, la mère de famille, vaque à ses occupations quotidiennes. Elle est en robe de chambre et nuisette et vient d'envoyer ses enfants à l'école. Son mari Eugène, quant à lui, est déjà parti au travail. Retenez bien ce détail, il aura son importance par la suite. Soudain, Carole est surprise par un intrus dans la chambre à coucher de sa maison de Highlands Park. Une bagarre s'engage. Carole ne se laisse pas faire. Après une lutte acharnée pour sa vie avec son agresseur, Carole parvient à s'enfuir et à donner l'alerte en se réfugiant chez un voisin. Elle est couverte de sang, au bord du malaise. Son voisin lui ouvrira la porte et préviendra les secours. Il déclarera plus tard au Star, le journal local, « Je n'ai pas reconnu Madame Thompson. Elle était méconnaissable. » Carole sera transportée de toute urgence à l'hôpital de Henker, mais malheureusement, elle sera déclarée morte 3 heures plus tard après avoir succombé à ses blessures. L'autopsie déterminera qu'elle a été battue et poignardée à plus de 50 reprises, dont 2 reprises dans le cou, blessures qui lui auront été fatales. Eugène, son mari, se rendra au chevet de sa femme et semblera effondré et inconsolable. Mais qui sont les Thompson ? Il y a le père de famille, Eugène, âgé de 35 ans, menant une brillante carrière d'avocat à la cour de la ville de Saint Paul. Il a fait ses études de droit au Macalester College et au Saint Paul College of Law. C'est là qu'il a rencontré sa femme Carole, également étudiante dans cette école. Il est alors connu sous le nom de Cotton Thompson, surnom dû à son physique fin et semblant fragile. Durant ses études, il est appelé à la guerre. Il servira dans la marine américaine sur un dragueur de mine dans le théâtre d'opération du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la guerre, il est diplômé du Saint Paul College of Law. D'après ses proches, il aimait s'engager dans des discussions stimulantes. Eugène était une personne aux multiples facettes, assez discret. Sa citation préférée, une citation de Oscar Wilde, « Chaque saint a un passé et chaque pécheur a un avenir ». Carole Thompson naît Swoboda, âgée de 34 ans, fille unique d'un propriétaire d'entreprise locale, Otto Swoboda, et d'Antonia dit Tonia Valenta Swoboda. Carole était la mère de 4 enfants. 3 filles, prénommées Margaret, Amy et Patricia, ainsi que le fils unique du couple, Jeff. Ils sont respectivement âgés de 6 à 13 ans. Carole a fait ses études au Macalester College. C'est là qu'elle rencontre son futur époux. Carole était également très impliquée dans la paroisse locale. Elle était la présidente des Girl Scouts Brownie, une troupe de scouts locale. Elle aimait jouer au bridge avec ses amis le week-end. Plus tard, un proche de Carole déclarera « Carole était une amie chaleureuse, une hôtesse aimable et une invitée recherchée ». Carole et Eugène se sont mariés le 27 mars 1948 à l'église de la ville, puis se sont installés dans ce quartier paisible et chic de Highlands Park, avec pour ambition d'y élever leurs enfants et d'y vivre une vie douce et paisible. L'enquête commence. Les services de police de la ville de Saint Paul sont alertés. Ils se rendent sur place et arrivent sur les lieux aux environs de 9h30. Le détective en charge de l'enquête se nomme Ernest Williams. Sur place, l'ambiance est pesante et silencieuse. Chacun se demande comment un crime d'une telle violence a pu se produire dans ce quartier si paisible et privilégié. Ernest H. Williams est un policier d'expérience. Il a intégré la police de Saint Paul comme patrouilleur le 1er novembre 1949. Il était promu détective le 1er octobre 1954. Malgré son expérience, Ernest se pose la même question que tous. Pourquoi s'en prendre à une jeune mère de famille sans histoire ? Les premières semaines, l'enquête est au point mort. Aucun indice n'est retrouvé sur les lieux du crime, mis à part des fragments d'une crosse de pistolet. Les policiers découvriront que ces fragments proviennent d'une arme de poing Luger volée dans un appartement de Minneapolis et identifiée comme l'une des armes probables du crime. À cette époque, la police scientifique que nous connaissons aujourd'hui n'existe pas et les pistes semblent limitées. Carole faisant partie de la bonne société locale, la pression populaire est énorme et pousse la police à résoudre au plus vite cette enquête. Le détective Williams décide alors de se concentrer
sur Eugène, le mari de la victime. Eugène Thompson est pris en filature par les services de police de Saint-Paul, et quelle n'est pas leur surprise quand ils découvrent qu'Eugène, le mari bien sous tout rapport, fréquente déjà une nouvelle jeune femme. Une jeune femme svelte et blonde, elle paraît âgée d'environ 25 ans. De qui s'agit-il? Un amour aveugle. Comme on le dit en jargon policier, après avoir logé la jeune femme, c'est-à-dire découvert son adresse, le détective Williams frappait à la porte de cette dernière. La jeune femme se nommait Jacqueline Olsen et était la secrétaire de Eugène. Il avait une liaison avec sa jeune secrétaire célibataire Jacqueline. Les enquêteurs découvrent également que M. Thompson a couvert plusieurs dépenses pour Jacqueline. Cadeaux, bijoux, mais qu'il lui a aussi financé son école de secrétariat avant de l'embaucher pour travailler dans son cabinet d'avocat. Eugène était connu pour être un coureur de jupons notoire. Il avait souscrit plusieurs polices d'assurance vie au nom de sa femme sur une période de 1 an environ. Un témoin de l'époque déclarait même « Il avait une petite amie de longue date. Il avait plusieurs petites amies. Mais il en avait une en particulier qui était impatiente de se marier. » Et oui, car Jacqueline Olsen ne voulait pas être avec un homme marié. Et quand il ne voulait pas quitter sa femme, elle lui a lancé un ultimatum. Selon un ami de Eugène, entendu par la police à l'époque, M. Thompson, au début de l'année 1962, a supplié Jacqueline de ne pas le quitter. Non, donne-moi juste 11 mois, et nous aurons alors assez d'argent pour vivre ensemble. Et c'est ainsi qu'a commencé la recherche de M. Thompson afin de souscrire des polices d'assurance vie pour Carole. Tout a commencé avec la recommandation d'un ami de longue date et agent d'assurance, en souscrivant une modeste police de 50 000 $. Mais Eugène ne s'est pas arrêté là. Il a continué à souscrire des assurances. C'était d'abord une police de 100 000 $, puis une autre et encore une autre. Au moment où Carole a été assassinée, M. Thompson avait obtenu pour 1 055 000 $ d'assurance vie sur sa tête, soit l'équivalent d'environ 9,3 millions de dollars de nos jours. Il avait accumulé cette multitude de polices en l'espace de 11 mois et il en était le seul bénéficiaire. Au cours de ces 11 mois, Eugène n'a pas fait que chercher des polices d'assurance. M. Thompson et son ancien camarade de classe de McAllister, Norman Mastrian, ont repris contact. Et il a commencé avec lui à préparer le meurtre de Carole. Qui est Norman Mastrian? Norman Mastrian est né en 1923 à Duluth dans une famille pauvre. Il passe la première partie de sa vie dans les quartiers nord de Minneapolis. En 1942, il s'enrôle dans la marine où il restera soldat jusqu'à la fin de la guerre. Mastrian a fréquenté McAllister en même temps que Eugène Thompson et Carole Swoboda. Ils se sont peut-être même croisés sur le campus relativement petit. Eugène Thompson a toujours affirmé ne pas se souvenir de Mastrian. En même temps qu'il fréquente McAllister, Mastrian tente une carrière dans la boxe professionnelle qui avortera rapidement. Mastrian obtenait son diplôme de journaliste à McAllister en 1952. À la fin de cette même année, il a été arrêté avec 2 autres hommes lors d'un cambriolage au National Food Store à Minneapolis. La vie de Mastrian a toujours été ponctuée de petits délits et de démêlés avec la police. Il a occupé quelques emplois réguliers dans les années 50, il a notamment vendu des climatiseurs pendant un certain temps, s'est marié 2 fois et a eu 4 enfants, mais il a toujours semblé être attiré par la vie de voyou. Eugène était l'avocat de Mastrian et l'avait défendu dans une affaire de meurtre sur un commerçant de la ville en 1962. Il sollicita les services de Mastrian au début de l'année 63 afin d'éliminer sa femme Carole. Eugène Thompson comptait empocher l'argent des assurances vie prises sur la tête de Carole et vivre la grande vie avec Jacqueline Olsen. Mastrian acceptait le marché pour un montant de 6 000 $. Étonnamment, Mastrian avait sous-traité le meurtre de Carole. Il ne voulait peut-être pas tuer une mère de famille aimée de la communauté. Il proposait cela à quelques voyous de Minneapolis qui refusaient le contrat, jusqu'au moment où il trouva un homme prêt à accepter contre une somme de 3 000 $. Au mois d'avril 1963, un mois après le meurtre, un homme du nom de Dick W.C. Anderson se vantait du meurtre de Carole. Les enquêteurs avaient obtenu l'information par un détenu de la prison fédérale de Stillwater. Ce prisonnier était l'homme qui aurait fourni le pistolet Luger à Anderson. Les policiers ayant recueilli suffisamment d'éléments, une opération d'interpellation était lancée le 19 avril 1963. La police de Saint-Paul arrête Norman Mastrian et Dick Anderson. Lors de son interrogatoire, Anderson avoue le meurtre de Carole sur la commande de Mastrian et dénonce Eugène Thompson comme le commanditaire de l'assassinat. Eugène Thompson était arrêté dans la foulée, alors qu'il se trouvait dans le chalet de vacances de ses beaux-parents avec ses enfants. Eugène est interrogé par la police, mais nie en bloc la version de Anderson. Anderson explique que Eugène Thompson aurait donné divers éléments à Mastrian pour commettre le crime. Un plan de la maison, la porte où passer pour entrer discrètement dans le sous-sol, il avait même mis au point son alibi. Le plan était simple. Eugène laissait la porte du sous-sol ouverte. Il partirait tôt au bureau sous prétexte d'avoir beaucoup de travail. Arrivé à son bureau, il téléphonerait à Carole. La sonnerie du téléphone serait le signal pour passer à l'action. Il avait même pris soin de donner en garde le chien de la famille à ses beaux-parents la veille. Le 25 juin, Eugène Thompson est inculpé de crime contre Carole. Un meurtre barbare. Nous sommes le 27 novembre 1963. C'était un mercredi.
L'assassinat de Kennedy avait eu lieu le vendredi précédent. Dick Anderson témoignait devant le tribunal de Saint-Paul et révélait en détail ce qui s'était passé le jour du meurtre de Carol. Il révéla qu'avant l'aube, il avait garé sa voiture à un pâté de maison du 1720 Crest Avenue. Il était entré dans le domicile familial par la porte latérale non verrouillée dont lui avait parlé Mastrian. Tout était sombre, alors il avait allumé une lampe de poche crayon et avait trouvé la porte du sous-sol. Il était descendu par les escaliers et s'était caché dans le débarras. En les descendant, il remarquait les craquements du bois sous ses pieds. Depuis le cellier du sous-sol, il entendait les bruits du dernier petit déjeuner préparé et mangé en famille avec Carol. Il entendait les enfants rire et se préparer, et enfin, il les entendait partir à l'école. Quelques minutes plus tard, il entendait Eugene Thompson dire « Je n'ai pas le temps pour plus de café, je dois me rendre au bureau ». Puis une porte se fermait, et les pas doux de Madame Thompson, seule dans la cuisine, résonnaient. Enfin, il entendait Carol monter jusqu'au 2e étage, puis le silence. Anderson attendait que Eugene Thompson fasse sonner le téléphone à 8h25, comme prévu par le plan avec Mastrian. Cet appel amènerait Carol à côté de la porte du sous-sol. Le téléphone a sonné à 8h28. Il avait pu voir l'heure sur sa montre grâce à la lampe de poche crayon. Il a sonné plusieurs fois ce téléphone, puis il y a eu des bruits de pas dans les escaliers du 2e étage. Anderson dit alors « J'ai entendu une voix de femme ». Il était censé monter les escaliers à ce moment-là et attaquer Carol, mais il pensa aux escaliers qui grinçaient et décida d'attendre qu'elle revienne à l'étage. Il était ensuite sorti du débarras pour se rendre dans l'entrée et il avait chambré une cartouche dans son pistolet. Il avait mis des gants chirurgicaux et il remontait les escaliers du sous-sol très lentement en se positionnant sur le côté pour ne pas faire de bruit. Arrivé dans l'entrée, il regardait dans la cuisine pour voir s'il y avait quelqu'un. Anderson allait dans le salon pour s'assurer que personne n'était au rez-de-chaussée. Il marchait ensuite tranquillement jusqu'à l'escalier qui menait au 2e étage et commençait lentement, prudemment, à monter les escaliers. Arrivé au 2e étage, il se dirigeait vers la chambre de Carol. Il entendait une radio jouer. Il ouvrait la porte. Elle était assise sur le lit, elle avait la lumière allumée à côté d'elle. La radio fonctionnait, elle lisait un magazine, avec ses lunettes sur le bout du nez. D'après le témoignage de Anderson, elle l'avait regardé et avait vu qu'il avait un pistolet dans la main. Il lui avait alors demandé de tourner la tête pour ne pas le regarder. Elle avait alors suivi ses instructions, tourné la tête et elle avait enlevé ses lunettes. Pour qu'elle se détende un peu et ne soit pas aussi stressée, Anderson lui aura dit « Tout ce que je veux, c'est ton argent, et je ne te ferai pas de mal. Où est l'argent dans la maison ?» Elle répondait la commode. Anderson lui demandait alors de s'allonger sur le ventre, en mettant son visage contre l'oreiller. Après que Carol ait obtempéré et se soit positionnée, Anderson rangeait le pistolet dans la poche droite de son par-dessus. Il sortait un tuyau en caoutchouc et le saisissait fermement avec les 2 mains, et là, il frappait de toutes ses forces à une reprise sur la base du crâne de Carol. Elle était inconsciente. Anderson posait le tuyau. Il allait à la salle de bain pour remplir la baignoire, puis il revenait et retirait la nuisette de Carol. Il la portait ensuite jusque dans la baignoire et tentait de la noyer en lui mettant la tête sous l'eau. Mais Carol reprenait connaissance. Anderson expliquera lors du procès que les gants chirurgicaux glissants ont permis à Carol de s'échapper. Carol avait alors couru hors de la salle de bain pour se réfugier dans sa chambre. Quand Anderson l'avait rejoint, elle était en train de mettre un peignoir. Anderson saisissait un oreiller et voulait alors s'en servir pour étouffer le bruit du tir. Il la braquait. À ce moment, Carol lui aurait dit, ironie de l'histoire, « Ne fais pas ça, mon mari est avocat pénaliste, il te protégera de la police. » Anderson appuyait alors de sang-froid sur la gâchette, mais le pistolet s'enrayait. Rien ne se passait comme prévu pour Anderson. Il tentait alors de chambrer une autre cartouche. Pendant ce temps, Carol tentait de sortir de la chambre, et Anderson se mit à la frapper avec la crosse du pistolet. Carol réussissait finalement à passer et courait vers la porte d'entrée de la maison. Elle réussissait à l'ouvrir, mais la porte restait bloquée par la chaîne de sécurité. Dick Anderson parvenait à saisir Carol. Il arrivait à refermer la porte et la tirait dans l'entrée. Il la frappait à nouveau avec la crosse de son arme. D'après son témoignage, Carol enlevait alors sa bague pour lui donner en le suppliant de la prendre et de partir. Carol était effrayée. Elle aurait dit « Que Dieu me vienne en aide ». Anderson se mit à frapper à nouveau de plus en plus fort au point d'en briser la crosse de son pistolet. Carol perdait alors connaissance. Il en profitait pour se rendre dans la cuisine et se saisissait d'un couteau. Il revenait poignarder Carol avec une telle rage que la lame du couteau se cassa et resta logée dans son cou. Anderson pensait qu'elle était morte. Il retournait nettoyer ses traces dans la chambre, mais en redescendant, il se rendait compte qu'elle était partie. Il avait alors pris la fuite jusqu'à sa voiture. Carol s'était battue de toutes ses forces et avait réussi à se traîner jusqu'à la maison de ses voisins, les Nelson. En ouvrant la porte, il ne réalisait pas qu'il s'agissait de Carol Thompson, leur voisine. Elle était couverte de sang. Les Nelson lui apportaient une couverture et prévenaient les secours. Puis, prise en charge, Carol était conduite à Anchor, où elle était déclarée morte à 12h58. Après le témoignage atroce de Anderson, Eugene Thompson est appelé à la barre. Il insiste alors sur l'amour qu'il avait pour Carol et jure qu'il n'a rien à voir avec son meurtre. Mais le jury ne semble pas ému par cette déclaration. Thompson est condamné à la prison à vie.
Thompson est jugé à nouveau à Duluth en février 1964, avec comme co-accusé Norman Mastrian. Le procès durera 4 mois, ce qui est énorme et inédit à l'époque. Au bout, le jugement sera également sans appel. La prison à vie pour les 2 hommes. Épilogue. À la suite du procès de Eugene Thompson, les enfants ont été pris en charge par leurs grands-parents maternels, Otto et Antonia Swoboda, les parents de Carol. Les enfants ont continué à fréquenter l'école de Highland Park et ont finalement réussi à aller à l'université. Ils se sont lancés dans des carrières différentes et ont fondé leur propre famille. Ils étaient souvent reconnus comme les descendants de, sans doute, le meurtrier et la victime de meurtres les plus infâmes de l'histoire du Minnesota. L'aîné des enfants, Jeffrey, est devenu avocat et a ensuite été procureur du comté de Rice à Faribault. Là, il a poursuivi plusieurs affaires de meurtre au premier degré et a parfois cité des points de droit découlant du procès et des appels de son père. En 1999, le gouverneur Arne Carlson a nommé le jeune Thompson juge au tribunal de district de Winona. Après de nombreuses demandes de remise en liberté conditionnelle, Eugene Thompson est libéré en 1983. Il s'est réinstallé sur la ville de Saint-Paul et s'est remarié. Étant un criminel condamné, il lui était interdit d'exercer le droit. Il est resté en liberté conditionnelle jusqu'à sa mort le 7 août 2015, dans sa 88e année. Quant à Carol, elle repose au cimetière de Forest Lawn de Saint-Paul depuis le 9 mars 1963. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de N'oubliez pas de fermer la porte. Si le concept vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu pour ne rater aucune vidéo qui va sortir sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de fermer la porte.